comment ça, m'interroger? Qui est-ce qui essaie de me perdre là? Oui, Richard Darmon, donc, est né en Algérie. Après avoir, comme moi, suivi le même premier parcours, été rapatrié en France dans les années 60, et il raconte son histoire dans un premier livre sur le début de son parcours qui ressemble au mien. Il est donc arrivé en France avec ensuite un parcours chaotique. Il a rejoint d'abord les mouvements d'extrême gauche, et puis il est, après avoir fait un parcours absolument incroyable et très intéressant, il a rejoint son peuple, j'allais dire, en découvrant ce qu'était Israël et ce qu'étaient donc les grands de notre peuple. Il a écrit plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël, dans lequel il a fait une analyse très intéressante de ce qui s'est passé après le 7 octobre et après le 7 octobre. Et il a tout à fait de façon coordonnée avec le programme qu'on s'était fixé ce soir, établi les lourdes tâches des prochains gouvernements d'Israël. Et autour de ce sujet qui est celui qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, il a décidé donc ce soir de nous parler de ce qu'il lui paraissait être les priorités pour l'État aujourd'hui. Richard, si tu veux, je prends le micro. Merci. Bonsoir et un grand merci de cette invitation. Alors moi, je vais un petit peu détonner dans le sens où le premier sujet sur lequel on m'a demandé de plancher, c'est un petit peu les défis internationaux d'Israël dans le sillage de cette seconde guerre d'indépendance. Pour aller vite, tout le monde se rend compte, Maurice l'a dit, mais que on a, pas seulement parce que la guerre est rentrée dans nos maisons de différentes manières, mais on sort de 2 années très difficiles. Mais pour essayer, dans la mesure où mon approche, c'est une approche géopolitique, c'est un petit peu mon domaine d'expertise, il faut bien se rendre compte que ce qui s'est passé en Israël, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un mouvement, je dirais, beaucoup plus vaste, que j'appellerais... on est dans une situation, si vous voulez, pour aller vite, de Ben Hashmashot, c'est-à-dire un ordre mondial, un ordre des choses donné, s'est écroulé. On sait qu'on est rentré dans une fabrique d'autre chose, mais on ne sait pas vers quoi on va. Et certains futurologues, pas futurologues, j'aime pas le mot, mais spécialistes des prévisions, ont dit que le monde, et donc notre région, qui est là hypersensible, certains penseurs juifs ont toujours dit que l'histoire juive, c'est le microcosme un peu de l'histoire mondiale, quelque part. Ça, c'est très judéocentré comme réflexion, mais ça a une certaine valeur. Les futurologues ou les prévisionnistes expliquent que le monde, depuis déjà quelques nombreuses années, est rentré dans une sorte d'aiguillage complexe entre le chaos, c'est-à-dire la jungle, ou une recomposition anarchique dans un premier temps. L'anarchie, c'est une déconstruction qui va amener une autre construction. Si c'est le chaos qui l'emporte, le monde va être insupportable parce que c'est la loi de la jungle. Et effectivement, le jour du 7 octobre, la jungle a attaqué la villa. Cette comparaison, elle a été reprise par Ehud Barak, mais elle vient d'un journaliste en 2016 dans un colloque qui a dit que l'Israël c'était une villa dans une jungle régionale et que donc le jour du 7 octobre, malheureusement, la jungle a attaqué la villa et on a eu un exemple de qu'est-ce que peut être le chaos, la brutalité barbare de la destruction. L'autre branche possible d'une recomposition, c'est peut-être, c'est ce qu'on vit actuellement d'ailleurs, une anarchie, des États voyous, une instabilité des régimes qui nous entourent, etc. Je parle que de la région, mais c'est aussi valable au plan planétaire. Et de cette anarchie, il va y avoir quelque chose qui va s'esquisser, un autre ordre mondial. Petite parenthèse, cette vision-là de Ben Hashmashot en hébreu, ça veut dire le crépuscule.
le rabbin Moshe Ashkenazi, Manitou, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avait dit une année ou 2 ans avant de nous quitter, c'était en 1995, 2 ans après le processus d'Oslo, il avait justement utilisé cette notion de Benach Machos pour dire qu'on est dans un monde, le monde qui s'est construit après la Seconde Guerre mondiale est en train de se décomposer et on va vers autre chose, on ne sait pas très bien quoi. D'ailleurs, Elie Wiesel, à sa manière, avait connoté aussi ce passage. Il avait expliqué que ce nouvel ordre mondial qui est sorti de l'après-guerre de 1945 n'est pas aussi idyllique que ça, parce que il avait dit que les forces d'Auschwitz sont encore prégnantes en Occident. Il avait expliqué ça en disant que finalement le nazisme a été battu militairement, mais il n'a pas été extirpé de l'Europe, et que donc les forces d'Auschwitz sont encore vives, et nous, dans notre région, on en a goûté un horrible fumée le jour du 7 octobre. Donc, si vous voulez, c'est dans ce contexte que, bon, c'est tout un sujet, ça, qui change un peu l'optique des problèmes intérieurs d'Israël, mais qui sont tout à fait liés. Je développerai 3 points très rapidement dans cette première intervention. Donc, dans ce dilemme entre anarchie et chaos, ce qui s'est passé au plan géopolitique dans la région, c'est que au niveau des 7 fronts auxquels a été confronté Israël, il y a eu incontestablement, avec des hauts et des bas, mais il y a eu une restauration de la force de dissuasion d'Israël, qui avait été menée à mal depuis des années par les guerres de Gaza, par toutes sortes de... Bon, par la montée de l'Iran, etc. Il y a un premier acquis dont il faut tenir compte, qui est cette restauration de la force de dissuasion d'Israël. Et en fait, il faut, sur cette base-là, qui fait partie des perspectives géopolitiques, il faut qu'Israël puisse mettre en pratique l'un des objectifs qui fut celui pas seulement de Tsahal, mais du leadership de la défense israélienne, c'est mettre en place des frontières défendables. Des frontières défendables, on ne va pas en faire le tracé, c'est tout un sujet géopolitique, mais si vous voulez que ce soit au Liban, en Syrie ou en Judée-Samarie, vous avez bien vu que ce qui est sorti des confrontations depuis 2 ans, ces 7 fronts, on ne va pas les énumérer, vous les connaissez tous, les 7 fronts. Donc Gaza, la Judée-Samarie, le Liban, la Syrie, l'Iran et le Yémen. Et certains ont même parlé d'un 8e front, qui est le front de l'image d'Israël à l'étranger, mais ça c'est un autre sujet, le tsunami anti-judaïque, antisémite, qui est un autre sujet. Mais en tout cas, de ces 7 fronts, il est ressorti une chose de ce qu'a fait Israël, c'est qu'il y a donc un rétablissement de la force de dissuasion d'Israël, à tel point que pour mettre au point et pour que nos frontières soient défendables, vous avez vu qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'avait jamais existé jusque-là. On a pris position en Syrie pour éloigner la possibilité que les djihadistes de Damas ne débarquent en Israël. On a fait ça aussi au Liban en éloignant le Hezbollah et en intervenant sans cesse au Liban. Et on le fait en Judée-Samarie. Et on le fait sur la plupart des fronts auxquels on a dû faire face. Et donc, c'est un second point, mettre en pratique des frontières défendables. Maintenant, il y a un 3e point qui me paraît très important pour Israël, c'est que de la même manière, on en parlera tout à l'heure dans le second round, au niveau des priorités, de la même manière que je vous délivre là, c'est pas un secret talmudique, c'est une évidence pour ceux qui connaissent un peu les sources, c'est que il y a une injonction dans la Torah qui revient sans cesse, c'est Tzedek, Tzedek, Tirdov. Tu devras faire une justice juste. Eh bien, figurez-vous que nos sages ont expliqué à l'époque du roi Salomon que des habitants des villes frontalières sont venus voir le roi Salomon et lui ont dit tu grèves trop d'impôts, tu pratiques une injustice sociale et ce faisant tu nous mets en péril, et nous qui défendons les frontières d'Israël, on n'est plus aussi patriotes pour défendre le pays, et donc pour pouvoir défendre les frontières d'Israël, tu dois pratiquer la justice sociale à l'intérieur.
On en reparlera tout à l'heure. De la même manière, au niveau régional, Israël ne doit pas seulement penser à défendre son nombril et à défendre, si vous voulez, ses frontières, comme je vous l'ai dit, il y a différents moyens, mais différentes stratégies, mais Israël qui est redevenu la superpuissance régionale, avec des hauts et des bas et des faiblesses. C'est pas une décoration qu'on va arborer comme ça avec orgueil, d'ailleurs ça serait très dangereux de le faire, mais Israël devra aussi se positionner dans le Moyen-Orient où il y a des régimes totalitaires qui continuent d'opprimer leur minorité, devra se positionner comme étant la puissance régionale qui pourra protéger les minorités ethniques, religieuses des pays alentours qui sont opprimés par les régimes musulmans. Et le premier exemple que tout le monde a vu, c'est l'histoire des Druzes. Alors ça a été un peu chaotique, etc., mais les Druzes de Syrie et aussi au Liban doivent être protégés, et Israël peut aussi, et doit, c'est une tendance, c'est pas quelque chose qui est très facile, doit aussi protéger les Coptes, par exemple, les chrétiens au Liban, en Égypte, les Kurdes en Syrie et en Irak. Bref, il y a des minorités non musulmanes, arabo-musulmanes, dans les pays qui nous entourent, et Israël peut jouer un rôle de superpuissance, pas pour se donner ce titre, mais pour protéger les minorités menacées et devenir, si vous voulez, un pôle éthique au niveau régional. Ça demandera beaucoup de réflexion, beaucoup de changements, mais il faudrait assumer, si vous voulez, en fait, de la même manière que, on en reparlera peut-être aussi dans les programmes des prochaines lourdes tâches des gouvernements d'Israël, dont je donnerai quelques exemples tout à l'heure, de la même manière qu'il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de réformes à engager, cette concrétisation de la stratégie souveraine d'Israël, c'est quand même qui a été, je dirais, à l'œuvre et qui a été positivement appliquée depuis 2 ans, encore une fois avec des hauts et des bas, et ça dépend où, elle doit nous conduire à 2 choses, si vous voulez, à donc prendre cette défense des minorités opprimées dans les régimes oppressants qui nous entourent, et comment dirais-je, soutenir les forces de changement. Je n'ai pas dit un mot sur l'Iran, mais tout le monde sait que... Non, tout le monde sait, je conclue. Tout le monde sait que, bon, comme dirait Albert Londres dans son livre Le Juif errant est arrivé, que je vous recommande de lire parce qu'il a été écrit à 100 ans, en 1929, il raconte la situation dans les ghettos de l'Europe de l'Est et puis en Palestine. Et dans ce livre génial, on se demande quand on le lit, il faut se pincer, c'est pour savoir qu'en 100 ans, le parcours qui a été fait par le peuple juif, mais il a cette phrase extraordinaire, il a dit « Les nations donnent peu de place aux juifs ». Lui, il parlait en termes de géopolitique et d'espace. Mais je dirais, après la guerre sur l'Iran et la manière dont elle s'est terminée, on pourrait dire dans les guerres d'aujourd'hui qu'on l'a vu pendant la guerre de Kippour, on l'a vu en Suez, en 67 et ailleurs, c'est que les nations, pas seulement d'espace, les nations accordent peu de temps aux Juifs pour affirmer leur victoire et aux Israéliens pour affirmer leur victoire. Or, cette notion de victoire et de souveraineté et surtout de victoire éthique et de positionnement éthique, c'est une chose déterminante dans la région. Merci.